Je suis gestionnaire du territoire de l'Est du Canada pour SolidWorks qui va de l'Ontario jusqu'aux Maritimes. Alors, bienvenue si on a des gens de chaque côté du spectrum, mais évidemment le Québec dans le milieu de tout ça. J'ai avec moi Michel Cloutier qui va vous faire la présentation technique aujourd'hui et je vais le présenter un peu plus dans quelques minutes. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est comment fabriquer des pièces de plastique comme il faut du premier coup. Alors, on va regarder rapidement ce que ça a l'air, la chronologie du processus de développement aujourd'hui. Typiquement, on a la conception de la pièce et la conception des moules. Ensuite, on passe à la fabrication du moule, la production de la pièce et le lancement du produit. Alors, le début de tout ça, on fait la conception. Ça a une influence énorme sur la fabricabilité de la pièce. Puis, évidemment, pas évidemment, mais souvent, ça amène à des baisses de qualité dans les produits parce que on se fie uniquement sur connaissance, expérience. On espère que, donc, l'espérance qui rentre en jeu, que la conception qu'on a fait et de la pièce et du moule pour faire les pièces sont conçues de la bonne façon pour que le tout réussisse. Quand on passe à la deuxième partie, le côté fabrication, production et lancement, à ce moment-là, on augmente la responsabilité qu'on a en termes de la conformité aux exigences de mise sur le marché. Est-ce que le produit qui est lancé sur le marché au bout de la ligne va rencontrer les attentes du client? Que ça soit un client corporatif qui va s'en servir en quelque part d'autre, que ça soit vos propres produits dans lesquels ils vont en termes de garantie et de longévité de produits, ou que ce soit un produit consommateur où le consommateur arrive chez lui avec le produit, l'inspecte puis pas tout à fait satisfait nécessairement. Alors, c'est là qu'on retrouve tout ce côté-là de l'équation. Alors, regardons un petit peu c'est quoi les différentes façons où on approche ce processus-là traditionnellement pour résoudre le problème. Alors, la plus traditionnelle qui existe, c'est on fait la conception de la pièce, on fait la conception du moule, on passe à la construction des moules, on va en production, on remarque qu'il y a des défauts de la pièce, soit nous-mêmes, le manufacturier ou les consommateurs. Puis à ce moment-là, on se dit, ben là, ça n'a pas fonctionné, alors il faut revenir. Au bout de la ligne, on a mis une simulation en profondeur, mais des fois, c'est même pas ça. Des fois, c'est un essai. On essaye quelque chose d'autre. On revient, on réessaye. Alors, on fait la boucle à plusieurs fois jusqu'à temps que la pièce soit ce qu'on veut. Évidemment, le temps et le coût s'ajoutent avec tout ça. Une autre façon de le faire qui est arrivée qui se passe, qui existe, c'est qu'on fait la conception de la pièce. On passe ensuite à la conception de la moule, comme traditionnellement. Mais là, ici, on rajoute une étape où on va faire la simulation en profondeur du moule qui a été créé. Alors, on regarde au moins que le moule qui a été créé va faire l'affaire. Puis après ça, on passe à la construction des moules et la production. Alors, ça limite un peu ce qui se passe, mais il y a quand même des pièces qui sont pas tout à fait conçues comme ils auraient dû être. Et là, on se ramasse avec un manque d'optimisation pour ce qui aurait pu être produit et pas nécessairement la qualité qu'on veut au bout de la ligne. Alors, c'est quoi l'ultime des façons de travailler, la méthode privilégiée? C'est bien de faire la simulation tout au long du processus. Alors, quand on fait la construction ou la conception de la pièce, c'est d'en faire la simulation au niveau de la pièce au début, ensuite de ça passer à la conception du moule et simuler cette partie-là aussi pour que quand on arrive à la construction des moules, on a une confiance dans tout ce qu'on a conçu et tout ce qui va sortir de tout ça. Alors, on n'a pas à se fier uniquement sur expériences qui sont souvent très, très élevées. On en est bien conscient. Les gens qui font ça connaissent leur domaine, mais quand on se lance dans quelque chose qui est nouveau, qui est peut-être un peu plus complexe, qui arrive souvent dans notre monde d'aujourd'hui, qui est peut-être plus petit. Alors ça aussi, ça arrive souvent dans notre monde. Mais à ce moment-là, on rencontre des choses qui sont imprévues et que pour lesquelles on n'a peut-être pas toute l'expérience qu'on voulait.
Des fois, on fait affaire avec un nouveau fabricant aussi, alors on ne connaît pas exactement leurs expertises. Alors, le but, c'est de limiter tout ça. Parce que si vous regardez dans la prochaine image, vous allez voir que le coût se transporte. Alors, si on fait de la simulation au début, vous dites, ben oui, mais ça coûte plus, ça nous prend plus de temps, il faut faire de la simulation, et ça nous coûte les outils. Alors, oui, il y a un investissement à faire au début, en temps et en argent pour réaliser ceci, mais ce coût et ce temps-là est beaucoup moindre que d'avoir à capturer les erreurs au bout et revenir et refaire la boucle pour refaire tout ça. Alors, mieux le faire au début, être préparé, ça coûte moins à la longue. Puis évidemment, la pire chose, c'est de perdre la confiance de nos clients. Alors, mieux avoir un produit qui est bien fait dès le début. Alors, avec ceci, ma petite introduction, je vais passer la parole à Michel qui va vous présenter. Aujourd'hui, on se concentre sur comment bien fabriquer les pièces dès le premier coup. Alors, si vous avez vu l'invitation, il y a une deuxième session qui est prévue la semaine prochaine qui va aller explorer plus le côté des moules en plus grand détail. Aujourd'hui, Michel se concentre sur les pièces. Alors, Michel est chez SolidWorks depuis 14 ans maintenant. Alors, il a vu le développement de notre portfolio de simulation à inclure le plastique et comment ça a un impact sur les clients, évidemment, qui en prennent avantage. Il va pouvoir partager avec vous ses connaissances pour tout ça. Alors, avec ça, Michel, à toi. Ben, merci Joël et bienvenue tout le monde. Comme Joël l'a mentionné, aujourd'hui, on va parler de comment utiliser SolidWorks Plastique pour détecter des possibles défauts de fabrication très tôt dans le cycle de conception, pendant qu'on est en train de designer la pièce pour éviter les retards, pour éviter les coûts supplémentaires, les coûts de modification de moule, par exemple. Mais aujourd'hui aussi, ce que je veux faire, c'est, avant de parler de SolidWorks Plastique, je vais parler de quelques outils qui existent juste dans SolidWorks qui vous permettent au moins de soit vous aider dans la conception de pièces de plastique, mais aussi d'analyser des choses à l'avance avant de commencer à se lancer dans la simulation d'injection plastique. Alors, ce que je veux parler un petit peu aujourd'hui, des outils de conception qui existent dans SolidWorks, il y a certains petits outils d'analyse pour faire des revues très rapides. Ensuite de ça, on va passer dans les outils plus dédiés à SolidWorks Plastique, comment créer une analyse d'injection plastique, voir comment c'est facile, comment on peut extraire les rapports, tous les rapports qu'on a de besoin avec les résultats. Ensuite de ça, chose très importante avec SolidWorks, c'est qu'on va faire plusieurs scénarios. On va répondre à plusieurs questions. Ma pièce, est-ce qu'elle est trop épaisse, trop mince, j'utilise le bon matériel, le point d'injection, etc. On va tout passer à travers ça. Puis on va même terminer avec des idées, des options un petit peu plus avancées quand on fait des familles de moules, donc des moules avec plusieurs pièces à l'intérieur, comment on fait pour équilibrer quand on a plusieurs pièces différentes pour être sûr que les pièces se remplissent en même temps. Donc, on va tout toucher à ça aujourd'hui. On a un bon agenda devant nous autres. Donc, la première chose que je veux parler, ça va être les outils de conception, des outils de conception qui existent dans SolidWorks standard pour vous aider à faire la conception de pièces de plastique, des choses qu'on retrouve assez couramment dans les pièces de plastique assemblées. Ce qu'on appelle, là, j'ai mis le petit screen capture de la barre d'outils anglophone, là, mais des mounting bosses, des bosses de montage, les crochets pour accrocher les pièces, les embouffetures, si on veut, là, où est-ce que les grooves, où est-ce que les crochets vont aller. Donc, on va regarder quelques-uns de ces outils-là, puis ben, on va se lancer directement dans SolidWorks. On va faire les exemples de certains de ces outils-là. Alors, allons-y directement à partir d'ici. Donc, je vais me lancer dans SolidWorks. Puis, je vais vous montrer l'exemple sur lequel je vais travailler aujourd'hui, qui se trouve à être, bon, vous l'avez deviné, hein, un détecteur de fumée. Et puis, quand je vais aller à l'intérieur, on va cacher quelques pièces. On va se rendre compte que j'ai un petit board d'un un PCB. Puis, je veux monter ce board-là dans mon boîtier de plastique. Donc, si je vais aller éditer cette pièce-là, et puis pendant que je suis en train de l'éditer,
Je vais juste changer la transparence rapidement pour montrer, pour voir un petit peu à travers. On voit déjà qu'on a inséré ici un mounting boss pour supporter le PCB vis-à-vis le trou qui est ici. Comment qu'on fait ce type d'opération-là dans SolidWorks? En fait, c'est très, très simple, pas mal plus simple qu'on penserait. J'ai déjà une fonction dédiée à ça qui me permet de tout faire en fait en une opération. La première chose que j'ai besoin de spécifier, c'est sur quelle face je veux créer le mounting boss. Donc, je sélectionne une face. On voit déjà l'aperçu. Maintenant, on voit que l'aperçu est beaucoup trop gros. On a toutes les dimensions dans mon panneau à droite. Donc, je peux venir contrôler tous les paramètres de mon mounting boss ici. J'ai toute l'information, c'est juste de le rentrer. Maintenant, quand on veut standardiser, une chose qui est intéressante, c'est qu'on peut aussi se créer des favoris, mais avant de faire ça, je veux même montrer les différents types. Donc, on supporte plusieurs types de mounting boss, soit pour une tête de vis ou une embouchure, ou même les mounting boss de type pin, qu'on appelle pin boss en anglais. Encore une fois, on a tous les modèles qui sont supportés. Puis comme je disais tantôt, bon, on veut standardiser, nous, dans notre système. Donc, on peut se créer des favoris qui va déjà standardiser tout le format de mon mounting boss, comme on peut le voir ici. Donc, qui est identique à l'autre parce que c'est le même, c'est le favori. Donc, toutes les dimensions sont déjà pré-réglées. La seule chose que j'ai à faire ici, c'est spécifier la location, donc où je veux le positionner. Je vais me servir du trou dans mon PCB board. Et puis, une fois que c'est fait, je veux aussi aligner les fins de chaque côté, les arêtes. Donc, je vais me servir d'un arête de modèle tout simplement pour aligner tout ça. Donc, en une opération, je suis capable de faire une fonction quand même assez complexe dans mon modèle et très rapidement, j'ai déjà terminé avec mon mounting boss. Donc, juste pour vous donner une idée comment c'est rapide faire ces types d'opérations-là dans SolidWorks, mais on va en faire d'autres. Un autre qu'on va faire ici, c'est où il y a la batterie. Et puis, pour montrer ça, je veux mettre un crochet. On voit ici, là, il y en a un crochet ici, il y en a un autre ici pour le reste du boîtier. On en a un autre ici. Comment qu'on fait ces crochets-là? Encore une fois, c'est des fonctions qui existent directement dans SolidWorks standard, qu'on appelle Snap Hook en anglais. Je vais tout simplement sélectionner l'endroit où est-ce que je veux le positionner. Ici, c'est la direction. Donc, je sélectionne une face plate pour définir la direction normale. Je veux que le snap hook soit collé sur la face de la batterie. Donc, je vais sélectionner la face de la batterie ici, puis je vais changer la direction. On pourrait encore une fois venir modifier tous les paramètres de dimension qu'on retrouve facilement ici. On pourrait, comme tantôt avec mon mounting boss, se faire des favoris, puis tout le temps utiliser les mêmes dimensions pour standardiser, ce qui va être bénéfique dans le cas où est-ce qu'on a des moules ou des cavités à faire. Donc, on peut sauver du travail par rapport à ça. Et puis, pour ce qui est de la hauteur, ben, je vais définir la hauteur de mon hook basé sur la hauteur de la batterie qui est directement à la face qui est ici. Donc, même, je peux tout positionner ça juste en référence à la batterie, l'autre élément qui est déjà en place. Je clique OK. Et puis, c'est déjà terminé. J'ai déjà terminé de faire le crochet de montage pour ma batterie. Maintenant, si on regarde un petit peu, dans ce cas-là, j'ai pas besoin d'avoir un groove pour accommoder le crochet parce que c'est juste la batterie qui va se mettre en position. Mais dans le cas d'un exemple comme celui-ci, j'ai une vue en coupe, on va juste changer la profondeur de ma vue en coupe pour un petit peu mieux voir. Puis on va se rapprocher un petit peu sur l'élément qui est ici. On voit ici que j'en ai un crochet, mais j'ai besoin d'avoir la cavité ici dans la partie qui est ici pour héberger, si on veut, le crochet. Encore une fois, ça pourrait être, normalement, on ferait peut-être ça d'une façon manuelle, mais on a des outils, encore une fois, automatisés dans SolidWorks pour le faire. Alors, je vais tout simplement venir éditer la pièce. Je vais aller dans mes outils de moule ici, puis je vais utiliser ce qu'on appelle en anglais le Snap Hook Groove. Je définis c'est où mon crochet, c'est quelle pièce qui se trouve à l'intérieur de mon crochet. Ça, c'est la pièce de mon crochet. Ça, c'est la pièce dans laquelle je veux faire le groove à l'intérieur. Donc, je les sélectionne. Encore une fois, on a encore tous les paramètres ici
sur le trou qu'on a besoin pour héberger le crochet. On peut se créer les favoris en bas. On voit qu'on a un aperçu. Moi, ici, je vais y aller avec les valeurs par défaut. Je clique OK. J'ai pas besoin de rien faire d'autre. Et puis, SolidWorks va venir tout faire ce qu'il y a de besoin pour héberger le crochet. Donc, le trou a déjà été fait. Tout est déjà prêt à continuer. Puis, je suis prêt à continuer mon travail. Donc, rapidement, avec SolidWorks, on voit qu'on est capable de sauver énormément de temps juste au niveau de la conception des choses automatisées qu'on voit souvent dans des pièces de plastique et puis que c'est donc très facile de faire dans SolidWorks. La prochaine chose qu'on va parler, c'est quelques-uns des outils d'analyse qui existent dans SolidWorks même dédiés à des pièces de plastique. On va parler, par exemple, de l'analyse de dépouille, le undercut qu'on appelle en anglais pour nous aider à définir si on a des situations où est-ce qu'il pourrait avoir des problèmes pour le démoulage, etc. Donc, je vais tout simplement revenir à SolidWorks. Et puis, on va revenir ici dans mon modèle qui est ici. On va aller ouvrir ma pièce. En fait, je pense que je l'ai déjà ouvert. Elle est ici. Donc ça, c'est ma pièce que je vais travailler dessus. Et puis, on va faire quelques analyses. La première analyse qu'on va faire, c'est l'analyse de dépouille. Hein? Quelque chose qu'on voit régulièrement quand on fait des moules, c'est de vérifier les dépouilles. Alors, à partir de SolidWorks, j'ai ce qu'on appelle le draft analysis en anglais, l'analyse de dépouille en français. Je le sélectionne. Tout ce que j'ai besoin de faire à partir de ce moment-ci, ça va être de définir un plan normal. Là, dans le fond, définir l'ouverture de mes moules. Je définis c'est quoi l'angle de démoulage que je veux vérifier. Je vais y aller tout simplement avec 1 degré de mon angle de démoulage. Et puis rapidement, je suis capable de voir comment que la pièce elle est prête ou non à être démoulée. En fait, je voulais utiliser une autre pièce. Je vais juste changer rapidement. Puis je vais utiliser le couvert que j'ai ici parce qu'ici, je voulais montrer comment utiliser le draft analysis quand on a besoin d'ajouter des dépouilles, mais je me rends compte que j'ai déjà corrigé le problème. On va utiliser celui-ci. Alors, comme je disais tantôt, je vais lancer l'analyse de dépouille, je sélectionne une face, voici. Je vais définir c'est quoi l'angle, comme ça. 1 degré. Alors, j'ai un bon dégradé de couleur qui m'indique la dépouille positive, négative. Donc, si c'est vert ou rouge, c'est correct. Où est-ce que ça devient un petit peu plus problématique? C'est où est-ce qu'il y a du jaune parce que j'ai pas la dépouille nécessaire. Maintenant, ce qui est intéressant, vous allez peut-être remarquer quand je promène mon curseur sur le modèle, il va aussi m'indiquer à cet endroit-là, c'est quoi la dépouille? Puis ici, bon, ben, on voit que j'ai aucune dépouille sur la face qui est jaune ici, donc ça pourrait causer problème quand je vais vouloir démouler la pièce. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cliquer OK. Vous allez remarquer que les couleurs vont rester à l'écran pour m'aider justement à modifier ma pièce. Moi, j'ai besoin d'ajouter une dépouille. Je définis mon plan de direction d'ouverture de mon moule. On va ajouter des dépouilles sur les faces qui sont en jaune. Donc, je vais tout simplement les sélectionner comme ça. Et puis, quand j'ai terminé, je clique OK. Puis, SolidWorks va venir, bon, oui, faire l'opération, ajouter la dépouille, mais le dégradé de couleur reste là et me confirme donc que j'ai maintenant une dépouille acceptable pour le moule. Il y a une toute petite face ici qui manquerait de dépouille, mais c'est pas assez important pour que ça fasse une grosse différence. Mais l'analyse de dépouille me permet vraiment de valider très rapidement si les dépouilles sont bonnes sur ma pièce. Donc, ça, c'est un outil vraiment important qui est intéressant dans le cas des pièces moulées. Un autre qu'on va utiliser assez régulièrement, c'est ce qu'on appelle le undercut analysis, qui me permet de voir si je vais avoir besoin, par exemple, de tiroirs dans mon moule ou de mécanismes pour aller pour dégager mon moule. De la manière que ça fonctionne, encore une fois, on définit un plan de direction d'ouverture du moule. On voit encore qu'on a un dégradé de couleur. Maintenant, les couleurs en bleu, ça veut dire que c'est bon. Mais où est-ce que j'ai du rouge, par exemple, qu'on peut voir ici? On voit que ici, à l'intérieur, j'ai vraiment, je vais avoir besoin d'un mécanisme un peu plus complexe dans mon moule parce que j'ai vraiment besoin d'un tiroir pour aller ouvrir ces composantes-là. Ou est-ce que je pourrais tout simplement pas ouvrir un moule? OK?
Alors, je suis capable d'aller identifier les undercuts de façon très rapide directement avec SolidWorks et puis ben, ça me permet de voir s'il y a des coûts supplémentaires qui seraient associés à mon moule à cause de ça. Alors, comme on peut voir, ben, les undercuts, c'était ici, là, à l'intérieur, j'avais un trou ici, donc je ne pourrais pas démouler ça de façon facile. Ça va me prendre probablement un tiroir dans mon moule ou une opération supplémentaire dans mon moule, un mécanisme supplémentaire pour aller ouvrir cette pièce-là, pour aller ouvrir le moule de cette pièce-là. Alors, encore une fois, les outils d'analyse à l'intérieur de SolidWorks permettent d'éliminer des erreurs de conception de façon assez rapide. Maintenant, on va se lancer vraiment dans le cœur du sujet qui est l'analyse d'injection plastique. Alors, pour ça, je vais me servir de ma pièce. Je vais vous montrer en fait comment créer une analyse à partir du début. Sélectionner les matériaux, sélectionner ce qu'on appelle le gate en anglais, donc la porte, où est-ce qu'il va avoir, l'injection va être faite, etc. Et puis rouler l'analyse. Alors, je vais me lancer là-dedans. On va retourner dans SolidWorks, dans mon modèle qui est ici. Et puis, qu'est-ce que je vais aller chercher? C'est une de mes configurations. Vous allez remarquer tout au long de ma présentation, il y a plusieurs configurations sur cette pièce-là, puis je vais y revenir. Mais on va commencer par celle-ci. Et puis, on va définir comment on fait l'injection de plastique. Bon, la première chose qu'il faut comprendre, SolidWorks Plastique, c'est un complément à SolidWorks, donc il peut être utilisé avec n'importe quelle version de SolidWorks. Une fois qu'on l'active, on va avoir les options pour me permettre de faire l'injection. Si vous êtes familier un petit peu avec l'analyse par élément fini, le processus va être très semblable. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un maillage. Et puis, pour les besoins de la cause ici, le maillage, je vais le faire quand même un peu grossier parce que je ne veux pas que la simulation tourne trop longtemps, surtout que je vais le faire de façon live. Alors, je vais tout simplement dire des triangles de 10 mm, c'est la grosseur de mes triangles, donc comment que mon maillage va être affiné. Je lance le maillage. Encore une fois, tout ce que je vais faire, tout ce que je fais présentement, je le fais avec vous. Et puis, une fois que j'ai défini mon maillage, je peux tout simplement confirmer. Et puis, le maillage a été créé de façon assez rapide. Donc, une fois que j'ai fait mon maillage, on va maintenant passer à l'étape de, définir c'est quoi le type de matériel qu'on a besoin. Et puis, ensuite de ça, c'est où la porte d'injection. Alors, pour définir le matériel, j'ai un database qui vient installer avec SolidWorks. Je peux aller l'ouvrir pour vous le montrer. Maintenant, ce database-là a déjà des milliers de matériels. Si je viens ici là, dans mon database par défaut, on voit qu'on a énormément de matériel. Puis si je fais juste comme ouvrir une des catégories qui est le PC, c'est un des matériels que je vais utiliser d'ailleurs. On voit qu'on a les matériaux de plusieurs fournisseurs. Là, j'ai des listes. Il y a des milliers de matériaux. Ceci dit, on peut aussi ajouter nos propres matériaux s'ils ne sont pas dans cette liste-là. Alors, moi, je vais utiliser un matériel PC ici. On voit les propriétés qu'on pourrait explorer, toutes les propriétés du matériel. C'est propre à vous d'aller explorer si vous le voulez. On peut encore une fois tout définir, ces propriétés-là, si on les a du fabricant de résine. Maintenant que j'ai défini c'est quoi mon polymère que je vais utiliser, j'ai besoin d'aller spécifier ça va être où ma porte d'injection. Alors, pour faire ça, je vais tout simplement dire que je veux ajouter une porte d'injection. Je vais définir ici, à mon avis, semble être un bon endroit. Donc, je le sélectionne, puis je dis que j'ajoute l'endroit avec un diamètre de 3 mm. Je clique OK. Alors, pour une simulation plutôt simple, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à faire à partir du moment où est-ce que j'ai tout simplement besoin de lancer la simulation. Encore une fois, je fais ça avec vous. Donc, vous pouvez voir que le modèle est en train de se calculer pendant que je vous parle, pendant que je vous montre ça à l'écran. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant qu'on est en train de faire ça, vous allez remarquer que déjà les résultats temporaires commencent à s'afficher à l'écran. Puis j'ai même dans la fenêtre ici de calcul, j'ai déjà les résultats qui sont en train de s'afficher, comme par exemple la pression d'injection. Maintenant, ça peut être intéressant de voir ça
pendant que c'est en train de se remplir parce que je peux très rapidement voir si ma pression d'injection devient trop élevée. J'ai peut-être pas les capacités machine pour le faire. Puis si aussi je vois que j'ai des erreurs dans mon remplissage, je pourrais tout simplement décider de canceller mon analyse, faire des modifications sur mon modèle et continuer comme ça. Donc, assez rapidement, comme vous le voyez, on est en train de faire la simulation, faire tous les calculs nécessaires pour remplir le moule. Puis ensuite de ça, on va parler tout de suite après des résultats. On va aller regarder justement, analyser nos résultats, puis voir qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats-là, comment on peut interpréter, puis créer des rapports. Alors, je vais le laisser continuer pendant qu'il est en train de rouler. On va faire un petit résumé de de ce qu'on est en train de parler. Alors, avec SolidWorks Plastique, bon, vous l'avez vu, c'est très rapide de préparer un modèle. En fait, on n'a pas vraiment de préparation. On fait tout simplement prendre notre modèle SolidWorks. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de créer un maillage. Ça se fait de façon automatique. Vous l'avez vu, c'est assez rapide. Ensuite de ça, on a assigné les matériaux, la porte d'injection, on lance la simulation. Puis on commence même pendant que ça simule, on commence déjà à avoir des résultats, ce qui est vraiment intéressant. Maintenant, on va regarder nos résultats. Je pense que on vient juste de terminer la simulation, là, elle a continué en arrière-plan pendant que je parlais un petit peu de ce sujet-là. On va aller regarder les résultats, voir comment on peut analyser ces résultats-là, créer des rapports, surtout intéressant quand on a besoin de partager cette information-là, et puis voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le design de notre pièce. Alors, je reviens ici à SolidWorks. La simulation s'est terminée. Une des choses qui est intéressante, c'est que dès que la simulation se termine, j'ai un Result Advisor qui apparaît en haut à droite, puis qui va me dire, par exemple, l'information. Il va me dire, bon, ben oui, je suis capable de remplir le moule. Une chose qu'il va me dire, c'est que la pression d'injection est plutôt basse, 33 mégapascales. Normalement, les machines d'injection vont souvent rouler autour de 100 mégapascales de pression. C'est la capacité assez standard. Donc, à 33, je me rends compte que j'utilise pas beaucoup la capacité de ma machine. Je pourrais probablement optimiser mes moules ou ma pièce pour mieux utiliser cette machine-là. Mais on va voir d'autres choses. Une des choses qui est intéressante, puis vous l'avez vu pendant que c'était en train de se remplir, pendant que le moule est en train de se simuler, c'est de regarder comment le moule se remplit, puis de jouer l'animation. Puis une des choses, peut-être ceux qui sont habitués dans le domaine plastique à mouler des pièces comme ça, vont peut-être déjà voir un effet, ce qu'on appelle souvent dans le domaine du racetrack. On voit que le front de plastique sur les côtés va en fait passer devant, il va aller plus vite va se remplir plus vite sur les côtés qu'il va se remplir dans le milieu de la pièce. Ça peut amener certains défauts, mais souvent, ce que ça veut dire, c'est que mes murs de pièces sont trop épais. C'est un des symptômes qu'on peut analyser de façon rapide. Donc, ici, j'ai mon temps de remplissage qui se trouve à d'être environ de 2,7 secondes. Je peux aussi aller regarder la pression à la fin du remplissage. Comme on l'a vu tantôt, 33 mégapascales, c'est pas très élevé. Une des choses qu'on va aussi se rendre compte, c'est que le temps de refroidissement est assez élevé aussi. Le cooling time, 46 secondes. Donc, plus que la pièce elle est épaisse, plus que le temps de refroidissement est élevé. Si j'ai vraiment beaucoup de volume, on veut avoir un temps de refroidissement le plus optimisé possible pour pouvoir en faire plus. Et puis, le temps de refroidissement compte pour une grande partie du cycle total de fabrication. Puis les compagnies qui font des milliers de pièces comme ça, là, c'est vraiment, on essaie d'aller chercher les secondes, tellement qu'il y a un changement dans les profits qu'on peut faire avec la création de pièces comme ça. Autre chose qu'on peut aller regarder, bon, on voit un petit peu tous les types de résultats qu'on peut aller chercher. On peut aussi aller chercher, par exemple, des sync marks. Sync mark, ça va être de l'affaissement, si on veut, qui va se passer quand la pièce va refroidir.
Et puis, on peut remarquer que sur les côtés, il y a un bon risque parce qu'on est dans le jaune, dans le rouge, d'avoir des défauts structurels par rapport à ça. Un autre type de défaut qu'on voit assez régulièrement, puis qui va être, on va essayer d'éviter le plus possible, malgré que c'est pas tout le temps possible, c'est ce qu'on appelle des weld lines. Les weld lines vont se créer où est-ce que j'ai deux fronts de plastique qui sont séparés puis qui reviennent se coller ensemble. Puis ça va avoir, oui, ça peut avoir un effet visuel sur la pièce, mais ça a surtout un effet structurel sur la pièce. Où est-ce qu'il y a ces lignes, ces weld lines-là, la pièce, elle est plus faible, donc elle est plus fragile. Surtout sur une pièce comme ça, on va essayer, on ne pourra pas éviter des weld lines, mais on va surtout essayer de s'arranger pour que les weld lines soient à un endroit de la pièce où c'est plus épais, justement pour éviter. Donc, avoir beaucoup de weld lines ici dans mon grillage, c'est pas une bonne idée. Il faudrait essayer de les déplacer, mais on va voir certaines stratégies qu'on peut adopter pour ça. Donc, j'ai mes weld lines que je peux afficher. Puis, une chose aussi qu'on va regarder assez régulièrement, c'est ce qu'on appelle les air traps. Donc, les poches d'air qui peuvent arriver à l'intérieur de mon moule, qui sont ici notées par une petite bille mauve. Donc, on peut stratégiquement se servir de ça pour positionner nos pins d'éjection. Si les air traps sont sur la ligne de séparation, souvent, c'est pas un problème parce qu'il y a de l'air qui va pouvoir s'évacuer par là. Mais on veut être sûr au moins que l'air s'évacue parce que ça va faire souvent, ça va tacher la pièce, ça va brûler la pièce si on n'enlève pas l'air à l'intérieur de mon moule. Donc, c'est toute l'information vraiment très intéressante qu'on est capable d'avoir qui nous permettent de regarder la pièce en détail puis de voir quelle modification je pourrais faire. Une chose qu'on peut faire aussi, c'est à partir d'ici, c'est de créer un résultat de façon automatique. Donc, je peux créer un rapport. Le rapport, je vais vous le montrer, je l'ai créé hier justement, là, juste pour vous donner une idée pour sauver un petit peu de temps. Donc, on peut créer un rapport de différents formats, format Word, format PowerPoint, même un rapport en format HTML. Puis ça vous donne une idée de mon rapport. Puis ça, j'ai rien touché. OK? C'est tout un rapport qui est créé de façon automatique. J'ai l'information de mon modèle, je vais naviguer rapidement. J'ai ici, on peut voir là, les graphiques sur le matériel utilisé. Si je continue, les propriétés de remplissage qui sont toutes définies ici. Bon, encore une fois, plus de résultats. Et puis, je vais aussi, dans mon rapport, aller capturer tous les graphiques que j'ai sélectionnés. Moi, quand j'ai créé le rapport, j'ai dit, OK, montre-moi tous les graphiques, tous les résultats. Donc, j'ai le temps de remplissage, le temps de refroidissement, les sigmarks. Même si je continue un petit peu plus bas, on va voir les weld lines qui sont affichés dans mon rapport. Donc, j'ai vraiment toute cette information-là. Ici, on voit les weld lines à droite. Même plus bas, j'ai les air traps. Donc, j'ai toute cette information-là dans un rapport extrêmement détaillé que je peux donc facilement partager avec n'importe qui. Donc, le format Word, c'est un des formats qu'on peut utiliser. On peut aussi utiliser un format, quand on fait le rapport, format HTML. Ce qui est intéressant aussi du format HTML, c'est qu'on peut même y mettre des GIFs. Donc des images animées, ce qui illustre encore mieux nos résultats. Donc, si je fais un petit résumé de qu'est-ce qu'on a fait, on a regardé les résultats. Puis l'idée nécessairement, c'est de facilement comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon modèle, puis comment je pourrais l'optimiser. Maintenant, la chose que je me suis rendu compte en regardant ce modèle-là rapidement, c'est qu'il y avait une couple de problèmes, entre guillemets, que je veux essayer de résoudre. On a vu qu'il y avait l'effet du race tracking, hein, que sur le côté des pièces, la pièce se remplissait plus rapidement sur les côtés qu'à l'intérieur. On a remarqué qu'il y avait des air traps. Ça, c'est tel que tel. C'est surtout les weld lines hein, que j'ai dit qui étaient peut-être problématiques pour une pièce comme ça parce que les weld lines sont dans le milieu d'un grillage qui est déjà une partie de la pièce plus faible. J'aimerais ça peut-être voir si je pourrais les mettre à un autre endroit. Puis en général, on a vu que la pièce était trop épaisse. Parce que le temps de refroidissement était long, surtout sur les bords. Puis l'effet du race tracking aussi, souvent, ça veut dire que les parois sont trop épaisses. Donc, je veux essayer de
trouver vraiment le meilleur design, celui qui va être le plus efficace au niveau de la fabrication. Mais qu'est-ce qui est intéressant de plastique, c'est que tout ça peut se faire à l'intérieur de SolidWorks pendant la phase de design où est-ce que ça me coûte presque rien faire ça. Juste un peu de temps. Puis même, vous allez le voir, on va faire plusieurs scénarios ensemble. Vous allez voir à quel point c'est rapide de faire ces scénarios-là. Le premier scénario qu'on va faire, c'est qu'on va amincir le modèle parce qu'on sait que les parois sont trop épaisses. Ensuite de ça, on va faire quelques autres scénarios, peut-être avec d'autres matériaux, d'autres points d'injection pour voir les effets que ça peut faire sur mon modèle. Alors, on va se lancer. Pour les autres résultats, je les ai déjà roulés à l'avance juste pour sauver du temps, mais vous allez comprendre le principe. Mais on va explorer quand même les résultats ensemble puis faire des déductions à savoir quel modèle est le mieux pour mon application. Alors, je retourne ici à l'intérieur de SolidWorks. Et puis, moi, j'utilise énormément les configurations, ce qui m'aide beaucoup à trouver le bon modèle. Alors, j'ai une configuration ici avec des parois plus minces. Je vais aller sur cette configuration-là. Et puis, SolidWorks Plastique supporte totalement les configurations. Ça veut dire que je pourrais avoir, à chaque configuration, je peux faire une simulation puis aller analyser les résultats. Et puis ici, dans les résultats, ce que j'ai fait, vous allez voir, la pièce est beaucoup plus mince. C'est le même point d'injection, même matériel, mais une pièce beaucoup plus mince. Puis tout de suite, on se rend compte, ça ici, en fait, c'est un défaut majeur. C'est officiellement une pièce qui n'est pas bonne, qui ne fonctionnera pas. C'est ce qu'on appelle en anglais un short shot. Ça veut dire que la pièce, elle est trop mince et elle ne se remplit tout simplement pas. Elle n'est pas capable de remplir complètement. Donc ça, c'est une pièce qui est totalement inefficace. Ça serait carrément à jeter. Donc, je suis parti d'une pièce plutôt trop épaisse. Maintenant, je l'ai trop amincie, donc j'étais un petit peu trop dans l'autre sens. On va changer sur une configuration intermédiaire avec une épaisseur intermédiaire. On va regarder les résultats. Alors, pendant que je fais les changements, j'ai tout simplement besoin d'aller chercher les résultats. Si on affiche les résultats rapidement à l'écran, on va voir que cette pièce-ci se remplit bien. Hein? On n'a pas l'effet de race tracking. Vous voyez, les parois sur le côté se remplissent pas mal en même temps que le milieu de la pièce, pas comme la premier modèle. Puis on voit aussi que ce modèle-là se remplit complètement, donc c'est bon signe. Mais j'ai toujours le même problème que j'avais tantôt, c'est-à-dire mes weld lines. On voit encore une fois là, les lignes ici. Là. Je pourrais les illustrer comme ça. J'ai quelques lignes qui sont ici dans le milieu de mon grillage. J'ai une autre ligne qui est ici, un autre weld line. J'en ai quelques-unes là. J'en ai même quelques-unes ici. Donc, ça ici, ça va faire que la pièce à cet endroit-là va être beaucoup plus faible structurellement. C'est pas une bonne chose. On essaie d'avoir, dans une pièce comme ça, on va avoir des weld lines. C'est sûr qu'on va en avoir parce qu'on a des ouvertures à l'intérieur de la pièce. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est d'essayer de les déplacer. La meilleure manière de déplacer les weld lines, c'est de jouer avec le point d'injection. Alors, depuis tantôt, j'utilisais le point d'injection qui était ici au bout de ma pièce. J'ai une configuration où est-ce que je vais utiliser un point d'injection différent pour voir l'impact que ça va avoir sur mes weld lines. Donc, je vais chercher mon autre configuration avec le point d'injection différent. Vous allez remarquer, le point d'injection est localisé ici à partir de maintenant. Donc, je n'utilise pas le point d'injection original qui était à peu près ici. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Ben, je vais tout simplement dire, OK, on va lire le résultat. On va afficher les résultats. Et puis, on va afficher les weld lines. Puis, ce qu'on va remarquer, c'est que, premièrement, il y en a beaucoup moins. Puis, les weld lines vont être plus loin, si on veut. Si vous remarquez, originalement, là, on avait un paquet de weld lines à peu près dans cet endroit-ci, là, puis on en avait à peu près à toutes les arêtes de mon modèle, les ouvertures. Là, ici, j'en ai juste quelques-unes qui sont ici. Je pense que c'est un bon compromis. Puis, vous allez remarquer aussi que j'en ai pas du tout ici. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, là. Mais dans mes premières itérations, j'avais un paquet de weld lines dans l'autre ouverture qui était ici. Maintenant, ils ont tous été enlevés. Donc, qu'est-ce que ça me confirme? Ça me confirme que le fait de changer le point d'injection était une bonne solution.
Maintenant, comment on peut optimiser encore mieux? On va aller regarder un des résultats qui va m'intéresser, c'est la pression à la fin du remplissage. On voit tantôt dans le premier modèle, on avait une très basse pression. Maintenant, notre pression maximum, on est à peu près à 50 mégapascales. Vous allez me dire, c'est juste la moitié de qu'est-ce qu'une presse d'injection est capable de supporter normalement, autour de 100 mégapascales. Sauf que moi, j'ai l'idée de faire une famille de moules, donc d'avoir plusieurs cavités dans mon moule, ce qui va augmenter la pression. Je vais peut-être vouloir quand même diminuer la pression et voir que pour pouvoir mieux faciliter la création d'une famille de moules. Je vais en reparler tantôt. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Eh bien, moi, je me suis fait une autre configuration cette fois-ci, mais avec un matériel différent. J'utilisais du PC tantôt, là, depuis tantôt. Alors, je vais utiliser un mélange de ABS-PC qui, par expérience, je sais qu'il est plus facile à injecter, qui a des propriétés physiques semblables au PC. Et puis, en sélectionnant la nouvelle configuration, on va aller lire les résultats. Donc, j'ai mes résultats qui sont affichés ici. Et puis, si je regarde la pression, on voit que la pression à la fin du remplissage est passée de 50 à peu près à 38. Donc, j'ai diminué la pression. Mais un des éléments aussi qu'on peut aller regarder, c'est jusqu'à maintenant, je regardais l'élément du flow, donc l'injection de plastique, mais je peux aussi regarder le côté packing. Donc, dans la simulation de plastique, dans le processus, il y a le côté où est-ce que j'injecte, puis ensuite de ça, je vais tout simplement tenir la pression. Puis je peux aussi aller analyser les résultats pendant le, pendant le packing, donc pendant que je tiens la pression dans mon moule avant de l'ouvrir pour éjecter la pièce. Donc, j'ai cette information-là aussi que je peux aller voir puis définir, par exemple, c'est quoi la pression à la fin du packing, aussi aller chercher les températures. Ici, une chose qui va être importante, c'est le shrinkage, donc l'affaissement à la fin du packing, qui peut être très différent si on fait juste regarder du côté du flow. Donc, le packing donne un résultat plus réaliste de certains de ces résultats-là. Donc, j'ai réussi à réduire ou à résoudre vraiment, puis trouver le meilleur modèle que je voulais utiliser. Hein. On se posait la question au départ, si j'apporte des changements au modèle, qu'est-ce que ça va donner au niveau de l'injection, la position du seuil, ou la gate en anglais, là, ou la porte, je l'ai appelé aussi la porte. La porte d'injection, ou si je change la position, qu'est-ce que ça va changer? Si je change le matériel, qu'est-ce que ça va changer? Puis vous avez vu, là, en l'espace de quelques minutes, j'ai fait un paquet de scénarios. Premier scénario, la pièce était trop épaisse, j'avais l'effet du race tracking, trop de lignes de weld line, le temps de refroidissement était trop élevé. Je l'ai aminci, je suis arrivé avec un short shot qui est complètement un défaut de fabrication. On veut absolument pas voir ça. J'ai trouvé le bon milieu au niveau de l'épaisseur de la pièce, au niveau des épaisseurs de parois, sauf que je n'étais pas encore satisfait de l'endroit de mes weld lines. J'ai changé la gate, donc le seuil d'injection, la porte, pour voir où est-ce que ça a réduit les weld lines pour finalement arriver la dernière simulation. Donc, en l'espace de quelques minutes, j'ai fait 5 simulations différentes pour réaliser que la porte numéro 2 ou le gate numéro 2, là, qui est positionné sur le côté versus en haut, est meilleur et que le matériel ABS-PC était meilleur que les autres matériaux. Donc, je suis capable de tout faire ces analyses-là, même avec les épaisseurs, les modifications sur le modèle. Très rapidement, je suis capable de trouver vraiment le meilleur scénario que j'avais de besoin pour cette pièce-là. Maintenant, pour aller juste un petit peu plus loin, maintenant qu'on a exploré vraiment la meilleure solution, on va parler très rapidement de comment on travaille quand on a ce qu'on appelle un family mold en anglais, donc un moule multiple avec plusieurs cavités. Donc, on a un exemple là. L'idée de faire un moule avec plusieurs cavités, c'est nécessairement d'être plus productif. On peut faire plus de pièces en même temps, mais aussi de s'assurer que le fini va être égal sur toutes les pièces qui sortent du moule en même temps. Donc, ça peut fluctuer
d'un moule à l'autre, mais si on les fait en même temps dans le même moule pendant la même phase d'injection, on s'assure d'une uniformité beaucoup meilleure sur les pièces. Alors, on va regarder comment on peut faire ça dans SolidWorks plastique. Encore une fois, c'est plutôt simple. Ici, je vais revenir ici dans mon design. J'ai déjà fait le layout en assemblage pas en assemblage, là, mais dans mon document ici, j'ai déjà fait le layout de mes pièces que je veux utiliser. Donc, j'ai inséré toutes les pièces que j'avais besoin. On va montrer le layout dans quelques secondes. Il est juste en train de charger. Puis, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que j'ai vraiment toutes mes pièces. Puis, ce qu'on va être capable de faire avec SolidWorks aussi, c'est de balancer ce qu'on appelle les runners ou les canaux d'injection. Pourquoi on veut faire ça? Pour quelques raisons. Je vais juste regarder, je vais vous montrer le résultat quand on n'a pas fait le balancement des canaux d'injection. Une chose qui va se passer souvent, surtout quand on a des pièces de différents gabarits dans le même moule, c'est que quand on va lancer, quand on va remplir, il y a des pièces qui vont se remplir plus vite que d'autres. Et puis ça peut causer problème, surtout au niveau du fini de la pièce, au niveau du look, au niveau même au niveau physique de la pièce, ça peut créer des différences. Puis ici, si je l'arrête là, à peu près ici, je crois, on va se rendre compte que pendant qu'il est en train de se remplir, on voit que le dessus de mon de mon détecteur de fumée, attends, je vais l'arrêter juste ici, on voit bien. Fait qu'on si on regarde, par exemple, la pièce qui est ici, on voit qu'elle est complètement remplie. Hein? Puis c'est la même chose pour l'autre de l'autre côté. Mais quand on regarde l'autre pièce qui est ici, on voit qu'elle n'est pas encore remplie. Il y a toute une partie qui est encore en train de se remplir quand elle a déjà terminé. L'idée en arrière un moule multiple comme ça, c'est d'avoir vraiment toutes les cavités se remplir en même temps pour, comme je disais tantôt, avoir un modèle uniforme, bien équilibré. Le fini va être pareil, puis aussi au niveau du temps d'injection, c'est plus facile. Alors, une des choses qu'on peut faire facilement avec SolidWorks plastique, c'est d'équilibrer nos canaux. Vous allez voir ici, les canaux sont tous de la même grandeur. L'idée en arrière d'équilibrer les canaux, puis là, je vais changer sur la configuration où est-ce que j'ai déjà fait ça. SolidWorks plastique va en fait de lui-même trouver les bonnes grosseurs de canaux pour que les pièces se remplissent exactement en même temps. Alors, pendant que je suis en train de changer de configuration, SolidWorks plastique va lui-même calculer tout ce qu'il a besoin de savoir et puis il va changer la grosseur des canaux. Puis on va même le voir à l'écran là, quand je vais arriver sur la configuration. Voyez-vous, il y a des canaux, puis là, ici, c'est juste comme un aperçu graphique. Il y a des canaux qui sont plus gros, donc qui envoient plus de plastique dans les pièces où est-ce qu'il y en a le plus besoin pour que, justement, la simulation se termine avec un remplissage vraiment uniforme à travers de ma pièce, à travers de mes pièces, je devrais dire. Alors, si je lance le remplissage, comme on peut voir maintenant, les pièces se remplissent vraiment de manière uniforme, ce qui va m'assurer justement un fini et puis une qualité de produit qui est uniforme, autant dans les deux morceaux, les deux pièces que j'ai ici à l'écran. Donc, ça fait un petit peu le tour. On a parlé de plusieurs choses. La dernière chose qu'on a parlé, c'est qu'on pouvait s'assurer d'un produit uniforme. C'est vraiment ça l'idée, surtout quand on tombe dans des cavités, des moules avec plusieurs cavités, avec des composants de différentes grosseurs, différentes formes. On va s'assurer de ça en équilibrant les canaux. En fait, c'est SolidWorks Plastique qui va le faire pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu beaucoup de choses. On a vu comment que dans SolidWorks, on a des outils pour sauver du temps juste au niveau du design, éliminer des erreurs avec l'analyse de dépouille, etc. On peut, ensuite de ça, on a été dans SolidWorks Plastique, on a créé une analyse à partir de rien, juste à partir de mon modèle. 3 étapes faciles. Hein. On crée le maillage, on applique le matériel, on sélectionne le matériel, puis ensuite de ça, on va tout simplement sélectionner où est-ce qu'elle est ma porte d'injection.
Ensuite de ça, on a compris facilement c'était quoi les défis en regardant les résultats. Hein. On a regardé le temps d'injection, on a regardé les sync marks, les weld lines, qui est un problème assez important dans ce cas-là qu'on a réussi à résoudre. On a exploré plusieurs scénarios. En fait, on a fait 5 scénarios différents, 5 ou 6 scénarios différents. Puis là, on a fait ça en quelques minutes. Et puis, à la fin, ben, on est tombé dans une famille de moules, puis on a réussi à équilibrer les canaux pour s'assurer qu'on ait un produit uniforme. Puis, à travers de tout ça, ben, on a vraiment utilisé un mélange de SolidWorks et de SolidWorks plastique pour tout faire ça. Maintenant, une compagnie qui utilise SolidWorks plastique justement dans leurs produits Echo. J'ai gardé le quote en anglais, c'est eux qui nous l'avaient donné. Je peux traduire rapidement, qui nous dit s'il n'y avait pas SolidWorks plastique, il n'y aurait pas autant confiance à la fabrication, à la fabricabilité du design. Puis ça nous a évité d'avoir de faire des allers-retours avec le fabricant de moules. Ça sauve énormément de temps, énormément de coûts. Maintenant, aujourd'hui, on a parlé, dans SolidWorks plastique, il y a différents produits, puis le produit s'applique à différents utilisateurs ou utilisations. Aujourd'hui, on a parlé plus du côté conception, design, un petit peu moule, hein, surtout quand on a parlé des moules avec plusieurs cavités. Mais on va faire une deuxième session où est-ce qu'on va aller encore plus loin avec un de mes collègues, où est-ce qu'on va parler plus du refroidissement de moule, puis comment éviter ce qu'on appelle le warpage en anglais. Et puis ça, cette session-là va être uniquement en anglais. Malheureusement, mon collègue Sachi ne parle pas français, mais on va vraiment aller plus en profondeur sur les outils de moule, vraiment plus pour le mold maker. Okay? Aujourd'hui, on parlait des outils de plastique pour le designer, concepteur. Puis ça, ces outils-là, c'est des outils plus avancés, plus peut-être pour les mold makers qui sont à l'écoute. Alors, on fait ça vendredi prochain. 29 mars à 11 heures. Vous allez recevoir le lien pour l'enregistrement. Sinon, vous pouvez prendre une petite photo du code. Et puis, sinon, vous pouvez tout simplement communiquer à moi, Joël, pour nous demander le lien. Ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer. Pendant la présentation, j'ai pas vu de questions qui ont été posées, mais si jamais il y a des questions qui viennent suite à la présentation, n'hésitez pas à nous écrire, à moi ou à Joël, il n'y a pas de problème. On est capable d'aller, on va répondre à vos questions. Puis, je veux juste en profiter pour vous remercier d'être venu. Et puis, ben, sur ça, je vais vous souhaiter un bon vendredi et un bon week-end. Alors, merci beaucoup et puis ben, à la prochaine fois, j'espère.